Et sa neutralité était vraiment quelque chose de très révolutionnaire à l'époque. Aujourd'hui aussi, d'ailleurs, au vu des réactions. On nous accuse d'être indifférents, on nous accuse de rester derrière nos... Ce qui est un peu le cas du gouvernement suisse aujourd'hui, je m'empresse de le dire, mais ce qui n'est pas inhérent à la neutralité. La neutralité n'est pas regarder le reste du monde s'échapper et rester tranquille derrière nos jolis jardins et derrière nos jolies montagnes. C'est pas ça la neutralité. La neutralité, c'est difficile à appliquer. Ça impose un certain nombre de courage, ça impose du courage. Ça veut dire que faire respecter le droit aujourd'hui, faire respecter les conventions de Genève, par exemple, que plus personne ne respecte. Ça impose d'élever la voix. Ça impose de faire ce qu'on ne fait pas aujourd'hui en tant que pays, ou pas suffisamment. Et donc, là, voilà, moi, je suis une fervente défenseur de la neutralité parce que je pense qu'effectivement, comme je l'ai dit, c'est un atout. C'est un véritable atout pour la Suisse. Merci, Madame Calmeret, pour cette introduction stimulante. Monsieur Jean-Daniel Roux, vous présidez le Centre de Genève pour la neutralité. Pourquoi ce centre à Genève maintenant? Alors d'abord, alors oui, d'abord, j'aimerais dire que j'ai beaucoup profité, comme Thomas, je crois, d'avoir travaillé avec Michel Calmeret pour pouvoir justement développer des programmes, des actions qu'on n'aurait pas pu faire s'il n'y avait pas le soft power suisse dont la neutralité fut, ça se discute, une composante absolument essentielle. Que ça soit dans des pays africains, que ça soit en Amérique latine, que ça soit dans les Balkans, que ça soit évidemment aussi au Moyen-Orient. Donc c'est vraiment un atout. C'est vraiment un atout qui contribue au rayonnement de la Suisse. Mais il y a un autre élément dans la neutralité, c'est que c'est un facteur identitaire fort. Dans le dernier sondage que j'ai vu qui date d'après la guerre en Ukraine, qui date de 2024, 91% des Suisses disaient continuer à être attachés à la neutralité. Ça fait quand même beaucoup. Après, qu'est-ce que ça veut dire la neutralité? Ça, évidemment, il y a à discuter. Et justement, un des 3 objectifs de notre centre de Genève pour la neutralité, c'est de créer un espace de débat. Enfin, c'est pas le seul, hein, la preuve. Il est là ici. Mais la réflexion, c'est aussi que on ne veut pas laisser à un parti politique le monopole de la neutralité. Et ça me paraît particulièrement important, peut-être encore plus en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. La neutralité concerne tout le monde, la preuve 91%. Et on veut créer un espace de débat ouvert à tout le monde et qui ne soit justement pas associé à un parti politique. C'est la première raison. La deuxième raison, Madame Calmeret a à juste titre mentionné je ne sais pas si on peut dire perte de vitesse, l'insignifiance croissante. Quel est le résultat de tout ça? Ça aboutit à un raidissement, un durcissement des fronts de certains blocs. Et puis, notre pari, Nicolas Rangel et Cathy, mes 2 cofondateurs qui sont là, notre pari, c'est de tisser des liens avec d'autres institutions, d'autres pays qui ont les mêmes visions que nous, les mêmes intérêts que nous, et puis qui pourraient jouer le rôle dans les relations internationales, du rôle que joue le cartilage ou la synovie dans les articulations du genou. Et Dieu sait si le menu est conséquent. Et puis le troisième aspect, c'est l'aspect numérique. Avec l'irruption de l'intelligence artificielle dans nos sociétés, cela crée des opportunités, mais ça crée aussi des risques. Et je pense que là, Genève est particulièrement bien placée pour jouer un rôle extrêmement actif, pour relever les défis liés à l'irruption de l'intelligence artificielle dans nos vies, mais aussi dans l'information, dans les systèmes d'armement, dans des choses qui peuvent évoluer très rapidement et dépasser l'être humain. Merci. Monsieur Greminger, quel est votre avis par rapport justement à la neutralité? Lorsque vous avez entendu l'autre jour, vous avez participé, vous avez donné une conférence, vous avez parlé à un certain moment de Röstigraben.
qu'est-ce que vous entendez par Rösti-Graben par rapport notamment à la neutralité suisse, et qu'est-ce pour vous que la neutralité suisse? Oui, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que c'est un débat, c'est un sujet très très important. Donc, peut-être, j'aimerais quand même commencer en disant que je soutiens entièrement ce que vous venez de dire. Je pense, en effet, la politique de neutralité, c'est un énorme atout. C'est un outil extrêmement important de notre politique étrangère, de notre politique de sécurité. Et puis, je pense qu'on a vu ça aussi dans le développement de notre politique de neutralité depuis la fin de la guerre froide. Vous vous souvenez, pendant la guerre froide, on avait une politique de neutralité extrêmement restrictive, avec presque pas de politique étrangère. Après la fin de la guerre froide, il fallait inventer une politique étrangère suisse. Donc, et puis, je pense qu'on est tout gentiment arrivé à ce que vous avez appelé la politique de neutralité active, avec un accent très très fort sur la politique de paix, donc promouvoir la paix dans le monde. D'ailleurs, reflété dans la Constitution suisse, n'est-ce pas? Donc, vous trouvez dans l'article 54, vous avez donc cette stipulation de promouvoir l'existence pacifique, la coexistence pacifique entre les peuples. Merci. Et puis, sur cette base, n'est-ce pas, on a construit tout un toolbox, des outils pour promouvoir cette paix, une loi pour promouvoir la paix, la démocratie, les droits de l'homme, un crédit card, n'est-ce pas? Et ça nous a donné ensuite aussi les moyens pour intervenir de façon constructive, positive dans nombreux conflits au cours du monde. Et je pense, si on parle d'un État neutre, crédible, je pense que ça c'est aussi largement une fonction de la perception par la communauté internationale d'un État neutre comme utile. Un État neutre, aujourd'hui, doit être perçu comme utile à la communauté internationale. Et ça passe par une politique étrangère active, par une politique de paix active. Et je pense que ça serait mon premier message. Peut-être un deuxième message. Je pense que vous m'avez donné à peu près 5 minutes au début. Donc, une deuxième observation que j'aimerais ajouter ici, c'est assez intéressant. D'un côté, dans notre monde occidental, notre neutralité est sous pression. Donc, depuis l'invasion russe de l'Ukraine, il y a ce sentiment que les Suisses ne sont pas suffisamment solidaires, ne participent pas, disons, à l'effort militaire pour défendre cette Europe contre l'agression russe. D'autre côté, si vous regardez un peu la discussion globale, vous voyez qu'il y a de plus en plus de pays, surtout dans le sud, n'est-ce pas, qui sont convaincus qu'il est l'ère du non-alignment ou multi-alignment. Et puis, dans un certain sens, la neutralité est une forme spécifique du non-alignment ou multi-alignment. Donc, dans un monde qui est dominé par ces polarisations, par ces confrontations, moi je suis convaincu qu'il faut encore des États neutres qui sont capables de servir comme pont entre les pôles. Donc, moi j'ai une voix très très forte. Elle m'a assez régulièrement critiqué pour cette voix trop forte, parce qu'elle pensait que beaucoup d'autres gens pourraient nous entendre. Donc, voilà. Donc, je pense que dans le monde d'aujourd'hui,
il y a un besoin pour des pays neutres, pourvu qu'ils sont actifs, pourvu qu'ils utilisent ces positions d'être neutres. Et je pense, nous sommes parfaitement placés ici au sein de la Genève internationale de faire ceci. Mais il faut cette volonté politique d'utiliser cet espace. Et franchement, c'est justement ce qui me manque aujourd'hui. Il n'y a pas à Berne cette conscience de ces outils de la Suisse, d'utiliser les atouts de notre politique étrangère. Que vous inspirent les réflexions des trois personnalités qui viennent de s'exprimer par rapport à l'atout que représente la neutralité? Comment la voyez-vous, cette neutralité suisse? Alors bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Je pense que ce qui a été dit est juste, donc je ne vais pas répéter les arguments qui ont été invoqués. Je pense que ce n'est pas un hasard si nous parlons aujourd'hui de neutralité, et je ne le rattache pas au dépôt d'une initiative populaire par l'UDC, j'en parle par rapport à une situation géopolitique. D'ailleurs, le Conseil fédéral a rendu un rapport en avril 2022 sur le sujet, et ce n'est pas un hasard non plus si la dernière fois que le Conseil fédéral s'était prononcé sur le concept de neutralité, c'était en 1993, on se souvient, il y avait eu en 89 la chute du mur de Berlin et tout ce qui s'en est suivi, et ensuite en 1990 l'invasion de l'Irak. Donc la notion de neutralité et notre perception interne de la neutralité, ensuite je dirai deux mots sur la perception externe, est importante à des moments où on se demande quel rôle va pouvoir jouer la Suisse à un moment donné de l'histoire. Alors c'est un instrument bien sûr de politique étrangère, c'est aussi un instrument de sécurité nationale, il ne faut pas l'oublier. L'un et l'autre prend le devant de la scène selon la gravité de la menace. On se rend bien compte qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'argument de sécurité nationale a pris le devant. Donc aujourd'hui, pourquoi y a-t-il cette initiative UDC? Pourquoi parle-t-on tant de neutralité? C'est parce que peut-être le Conseil fédéral, aujourd'hui moins qu'hier, est capable de donner corps à cette neutralité en parlant de neutralité différenciée. Parfois, tout le monde comprend, on est neutre selon les besoins au degré qui nous arrange. Et c'est cela qui est un peu problématique parce que, comme l'a dit M. l'ambassadeur Renninger, c'est la perception de l'autre qui est importante dans la neutralité. Bien sûr, il y a des règles qui sont des règles intangibles, qui sont matérialisées par l'impossibilité de prendre parti à un conflit, de laisser passer des armées étrangères sur notre territoire notamment, mais il y a aussi tout le reste qui va avec la neutralité et qui donne à la Suisse son utilité sur la place internationale. Quand je parle de la Suisse, je parle bien sûr de la Suisse internationale et donc de la Genève internationale. Et là, je dirais que cette perception dépend en grande partie de l'utilité qu'y voient les autres pour le maintien de la paix et pour la résolution des conflits, autrement que par la force et l'arrogance, comme malheureusement on le voit aujourd'hui avec une baisse d'influence du droit international, mais aussi une baisse d'influence généralisée de l'Europe dans le monde. On le voit pas plus tard qu'hier dans les discussions directes entre les présidents américains et russes, auxquels ne sont absolument pas associés les Européens. Il ne faut pas oublier que la neutralité suisse n'est pas une neutralité qui a été décrétée par la Suisse. C'est une neutralité qui a été imposée en 1815 par le Congrès de Vienne, mais ensuite par la Conférence de Paris. Il y avait déjà des épisodes antérieurs, il y a ensuite eu des confirmations postérieures, mais les termes de ces traités internationaux qui attribuent à la Suisse cette neutralité, c'est dans l'intérêt de l'Europe. À l'époque, l'Europe qui était considérée comme étant le centre du monde. C'est parce qu'on avait intérêt à ce que la Suisse soit neutre qu'elle est devenue neutre, et ensuite la Suisse y a trouvé son propre intérêt. Il y a d'autres épisodes dans lesquels des États dans le monde se sont décrétés neutres, et on a vu à quel point cette neutralité n'a pas été respectée. Donc en Suisse, cette neutralité est respectée parce qu'elle nous a été imposée. Maintenant, qu'en fait-on réellement de cette neutralité? Je ne peux que regretter, comme d'autres intervenants, que la Suisse, par sa politique étrangère, semble galvauder
cette neutralité. On parle de discussions sur la paix en Ukraine. On ne parle évidemment pas, mais ça, il fallait être sourd pour penser qu'il y ait une récidive du Bürgerstock. On parle de l'Arabie Saoudite. Donc on voit bien à quel point cet instrument de politique étrangère, qui est l'aspect sur le devant de la scène actuellement, est malheureusement galvaudé, avec le risque, évidemment, un risque extrêmement lourd de perdre ce rôle dans le monde et cette utilité. Donc bien sûr qu'il ne faut pas une neutralité passive. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par active? Comme on l'a dit, tout est une question de mots. Encore faut-il bien sûr que la neutralité ne soit pas indifférence, mais personne ne saurait prétendre, compte tenu des actions humanitaires de la Suisse et son rôle dans l'élaboration du droit international humanitaire, que la Suisse est un État indifférent à la souffrance du monde. Merci, M. Podja. Une question à vous. Un conflit international, c'est-à-dire un conflit interétatique, ce qui est le cas entre la Russie et l'Ukraine, ce qui n'est pas le cas en Israël avec les territoires occupés et la question israélo-palestinienne. Et ça, c'est un des problèmes de la neutralité aujourd'hui, de l'application du droit de la neutralité, c'est la définition de ce qu'est une guerre. Et une guerre, pour le droit de la neutralité, encore une fois, c'est une guerre interétatique. Mais il y a beaucoup de difficultés pour les gens à comprendre pourquoi on n'envoie pas d'armes en Ukraine et pourquoi on exporte des armes en Arabie Saoudite, qui est pourtant impliquée dans un conflit, pas sur la question israélo-palestinienne, mais au Yémen. Donc, on a véritablement un problème d'évolution du concept de la définition de la guerre. Parce qu'aujourd'hui, les guerres ne sont plus comme elles étaient auparavant, des guerres entre États. La plupart du temps, ce ne sont pas des guerres entre États, ou ce sont des guerres civiles ou des guerres par procuration. La notion de conflit et de guerre a évolué. Et ça, c'est un des problèmes. Deuxième problème, c'est la neutralité doit être utile. Elle n'est pas respectée parce qu'elle nous a été imposée, M. Podja. Elle est respectée parce qu'elle est utile aux autres. Elle est utile au monde. Et pourquoi est-elle utile au monde? Elle est utile au monde parce qu'elle repose aujourd'hui sur des règles de droit, sur le droit international, aussi bien le droit des Nations Unies, la Charte des Nations Unies, que les conventions de Genève, et on attend d'un pays neutre qu'il se comporte de façon cohérente, y compris en temps de paix. Sinon, sa crédibilité est affectée, et effectivement, on ne voit pas pourquoi il serait respecté de façon générale. Si vous prenez la neutralité autrichienne, par exemple, ce n'est pas du tout le même concept de neutralité que la neutralité suisse. Elle se tient dans le cadre de l'Union européenne, et je me souviens d'une discussion avec une ministre autrichienne des Affaires étrangères qui soutenait le déploiement d'armes dans une république et un pays africain, et à qui je disais, ça ne vous gêne pas du point de vue de la neutralité? Il m'a dit, surtout n'en parle pas. Donc, dans le cadre de l'Union européenne, ils sont censés suivre la tendance européenne et même obligés au bout d'un certain temps à suivre le mouvement, alors que la Suisse n'est pas du tout dans cette situation-là. Nous n'appartenons pas à un bloc. Et le problème aujourd'hui, c'est que la constitution la manière dont l'ordre mondial, qui est basé sur la force aujourd'hui, fait qu'il y a des tensions entre grandes puissances, entre la Chine, entre les États-Unis, entre l'Europe. Et ces tensions entre grandes puissances placent la Suisse dans une situation difficile parce que, notamment du côté européen, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas aux côtés des Européens et qu'on n'envoie pas d'armes en Ukraine, alors que notre contribution à l'agression et à la défense de l'Ukraine, elle se fait sur un plan différent. Elle se fait sur le fait qu'on est capable de défendre notre territoire, ça c'est notre contribution à la sécurité européenne, mais elle se fait aussi sur notre capacité de bons offices, sur notre capacité de travailler pour préparer la paix, de travailler pour rapprocher les points de vue, etc. Et de ce point de vue-là, je regrette que la conférence du Bürgerstock, que moi j'ai saluée parce que je pensais que c'était une bonne chose que la Suisse fasse enfin quelque chose, et qui en fait s'est révélée au bout du compte comme mal préparée
et une sorte de tapis rouge pour les pays qui soutenaient l'Ukraine et sans invitation de la Russie à la table de négociation. Et donc, ça a été une dépense de 15 millions de francs pour serrer des mains, quoi. Je veux dire, ça n'a pas servi grand-chose. Ça n'a pas servi à grand-chose, malheureusement. Mais donc là, c'est un défi pour la Suisse de se positionner comme faiseur de bons offices. Parfois, ça peut rentrer en contradiction des bons offices avec une application très stricte de la neutralité. Parfois, je me souviens de cas précis dans lesquels on a dû quand même déchirer quelques bouts de contrat pour pouvoir mener à bien des négociations de protection des intérêts ou pour pouvoir mener à bien d'autres. Mais c'est pour ça que la neutralité doit rester assez flexible. C'est un instrument. Ça n'est pas quelque chose qu'il faut graver dans le marbre. C'est le principal reproche que je ferais à l'initiative de l'UDC, c'est qu'elle veut graver dans le marbre une pratique de la neutralité. Et ça, c'est dommage. Les principes sont pour moi intangibles, à savoir, c'est presque un principe éthique, c'est ne pas utiliser les armes, ne pas vraiment travailler à la paix dans le monde, travailler à l'aide humanitaire, etc. Et ça aussi, ça demande du courage, parce que si vous regardez ce qui se passe maintenant avec l'UNRWA, on va peut-être même refuser toute aide à l'UNRWA. Et ça pourrait nous mettre d'ailleurs en difficulté avec le droit international et avec les décisions de la Cour pénale internationale. Donc, ça veut dire qu'il faut du courage, une certaine cohérence dans l'application de la neutralité. Mais encore une fois, elle est respectée si elle s'avère utile au monde. Et de ce point de vue-là, ça ne signifie pas seulement qu'on doit organiser des conférences à Genève et qu'on doit faire les hôteliers, mais ça signifie aussi qu'on prépare le menu, qu'on cuisine, qu'on propose des choses, qu'on est actif et non pas qu'on reste tranquille en train de juste proposer un lieu qu'on n'a pas d'ailleurs à Genève. D'ailleurs, ça c'est une catastrophe parce qu'on n'a pas de lieu suffisamment intéressant et suffisamment grand pour que les grands de ce monde puissent se rencontrer. On a vu lors de la rencontre entre M. Poutine et M. Biden, on a été obligé de réquisitionner une villa de la ville de Genève qu'il a fallu mettre en place, qu'il a fallu nettoyer et arranger au dernier moment. Hein. Mais franchement, on n'a pas de lieu, hein. Ça c'est dommage. Le CICG ne peut pas être un lieu. Le CICG, alors moi je me suis fait engueuler par Mme Clinton parce qu'en préparant une réunion internationale, j'avais prévu les locaux au rez-de-chaussée de la mission de Suisse, qui sont des locaux de bureau quelque part. Et puis Mme Clinton m'avait dit, mais c'est scandaleux, madame, vous nous recevez dans des bureaux. Et donc, je regrette. Mais ça, pour la Genève internationale, peut-être que c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête, d'avoir des locaux suffisants. Mais encore une fois, ça ne suffit pas de mettre des locaux à disposition, il faut aussi participer au menu. Et il faut pour ça avoir d'abord des ressources, une bonne diplomatie, ce qu'on a, mais aussi la volonté de le faire. Merci Madame Calmiret. Alors, Monsieur